On va continuer avec le dernier sujet, le Togo. Nous allons parler d'économie. Aujourd'hui, la chute des prévisions de croissance pour 2020. Le taux de progression de l'activité économique est révisé à 1,3% pour l'année 2020 contre une prévision initiale de 5,5% après un taux de 5,3% enregistré en 2019. Tout ceci en raison de la pandémie du Covid-19. C'est le ministre Sani Yaya de l'économie et des finances qui le dévoile. Les projections laissent apparaître une forte décélération de l'activité économique avec une perte de croissance de 4,2 points de pourcentage selon l'hypothèse la plus optimiste, a souligné le ministre qui ouvrait hier un atelier de revue de la mise en œuvre des réformes à fin décembre 2019. David Jagbavi, c'était quelque peu prévisible. Oui, c'était prévisible et le Togo n'est pas le seul pays qui fait face à cette décroissance. C'est un peu partout dans le monde et cela se comprend. Cela se comprend sous divers angles. Il y a la Covid-19 qui est venue bloquer les activités dans tous les secteurs économiques. Secteur économique qui composait le poumon essentiel de la relance économique de chaque pays. Il y a aussi la volonté du gouvernement d'alléger les taxes vis-à-vis des sociétés en place. Vous avez vu, il y a des décisions, de très fortes décisions qui ont été prises par le gouvernement pour ne serait-ce qu'apporter un peu de souffle aux opérateurs économiques sur demande de l'Association des grandes entreprises du Togo et de la Chambre de commerce et d'industrie du Togo. Des taxes ont été suspendues, des véhicules neufs ont été détaxés carrément pendant très longtemps et l'Office togolais des recettes avait aussi accepté d'accompagner ces sociétés pour justement les relancer chacune dans ses activités, dans son secteur d'activité. Et l'OTR avait accepté de surseoir au paiement de certaines taxes. Tout ça compose des régies financières d'entrée d'argent dans les caisses de l'État et quand pendant 3, 4, 5 mois, des décisions pareilles sont prises, aucune entrée financière ne pourra être enregistrée dans les caisses de l'État. Donc ça fera dégringoler forcément la croissance qui part de 5,5% à aujourd'hui 1,3%. Et ça inquiète en tout cas, parce que lorsque vous partez d'un degré de croissance pour arriver à un degré moins élevé, ça veut dire que les caisses de l'État ont commencé par se vider. Il n'y a plus d'entrée conséquente pour justement renflouer ces caisses. Et la conséquence, c'est que le gouvernement risquerait de se retrouver dans une situation financière à laquelle il ne pourra pas faire face dans les prochains jours, dans les prochains mois. Mais chaque État dispose en tout cas de ce qu'on appelle des stocks financiers assez forts qui sont stockés quelque part, qui sont laissés quelque part et qui sont récupérés face à des crises économiques ou financières que traversent certains pays. Aujourd'hui, c'est la crise sanitaire qui vient créer cette décroissance de l'économie togolaise. Ces prévisions doivent être contenues, en tout cas dans des études qui permettront aujourd'hui de mettre le Togo à l'abri de tout besoin, de peur de se retrouver dans une situation où le Togo n'aurait plus de l'argent dans ses caisses pour payer ses dettes, pour payer les fonctionnaires, pour faire face aux charges sociales, etc., économiques. Mais aujourd'hui, on est à 1,3% avec l'espoir que ce taux de croissance va pouvoir redécoller dans les jours, dans les semaines ou dans les mois à venir pour permettre de stabiliser en tout cas le secteur financier et économique de notre pays. Alors, le taux de croissance qui chute au Togo, c'est pas nouveau. Dans tous les pays du monde, les prévisions ont été revues à la baisse et même les prévisions de reprise ne sont pas très optimistes. Je suivais un certain nombre de scénarios de reprise dans certains pays. On parle parfois de scénarios de reprise en L, c'est-à-dire ça chute et puis ça se stabilise très longtemps avant de reprendre. Il y en a qui parlent de W, ça chute, ça remonte, ça chute, ça remonte. Il y en a qui parlent de U, ça chute et puis ça remonte tout d'un coup. Mais on n'a pas un scénario sous la main. Mais ici, on perd, disons, 4,2 points. C'est beaucoup quand même de croissance. Oui, c'est beaucoup. Regardez par exemple, je vous donne un exemple banal. Tous les bars presque avaient été fermés. C'est des millions en réalité. Ça veut dire que des gens vont consommer moins, les gens vont perdre leurs emplois, des gens ont perdu leurs emplois, il y a des gens à qui on ne payait plus de salaire.
Ça veut dire l'économie ne tournait plus. Il y a des gens dont on avait divisé le salaire par 3, par 2 et tout ça. Donc, c'est des milliards que le pays a perdu. Vous savez, pour ces genres de crise, il est difficile aux États de se relancer tout de suite. Par exemple, la France souffre aujourd'hui parce qu'il y a eu la crise de 2008. Elle n'arrive toujours pas à se relever de la crise de 2008. Le monde a souffert pendant longtemps avec la crise de 2029. Les Allemands ont eu un génie extraordinaire au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale. Avec ça, ils se sont dit, mais au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale, ils ont dit, mais qu'est-ce qu'on peut faire maintenant pour pouvoir relancer notre économie? Ils ont dit, mais ils ont appelé tous les syndicalistes. Le gouvernement allemand a appelé tous les syndicalistes, toutes les couches d'opposants, et il leur a dit, vous savez, bon, nous sortons d'une situation difficile, économiquement, militairement difficile. Ce que nous allons faire, c'est ceci. Nous allons taire toutes nos divergences, mais nous allons nous mettre ensemble pour pouvoir construire le pays. Pendant 50 ans, il n'y aura pas de grève. Pendant 50 ans, il n'y aura pas de manifestations dans les rues. Pendant 50 ans, il n'y aura pas de bourrade n'importe où dans le pays. Donc, ce qu'on peut faire, c'est converger nos efforts pour pouvoir développer, mettre en place un plan d'économie, un plan de relance pour pouvoir relancer. Et avec ça, nous deviendrons la première puissance européenne. Et aujourd'hui, les résultats sont là. L'Allemagne est devenue la première puissance économique de l'Europe. Ça veut dire, ça paye toujours. Mais ce que moi, j'attendrais de notre gouvernement, c'est qu'aujourd'hui, qu'on ne dise pas, oui, on a fait baisser peut-être les taxes à un niveau ici, et puis c'est fait. Non. Qu'il n'y ait pas cette politique de combattage de brèche, qu'il y ait un plan bien solide de relance de l'économie du Togo, qui est un plan ou une politique publique de relance de l'économie, une politique publique de relance de la croissance du pays. Et dans cette politique-là, on verra peut-être la politique budgétaire qui prendra un coup, on verra peut-être les réformes structurelles. Les réformes structurelles, c'est quoi? C'est quelque chose de très simple. Il y a un cadre dans lequel les entreprises et les individus exercent. Donc, on réforme ce secteur-là. On a déjà commencé depuis un moment. Donc, on réforme ce secteur-là. Juste pourquoi? Pour permettre une certaine bonne économie à ce niveau et accroître la productivité. Parce qu'il y a la productivité qui a baissé à plusieurs endroits. Il y a la productivité qui a baissé à plusieurs endroits. Et l'autre chose aussi qui est tellement importante à ce niveau, c'est la politique de relance de la consommation. Oui, la politique de relance de la consommation. Les gens ont perdu leurs emplois, on ne paie plus des salaires, on ne paie plus des salaires en totalité. À ce niveau-là, qu'est-ce que l'État peut faire? L'État peut, au niveau des entreprises publiques, l'État peut injecter un peu d'argent pour pouvoir peut-être augmenter, ne serait-ce qu'un moment, les salaires, ou peut-être... Moi, je suis contre l'augmentation des salaires dans le public, parce qu'après, ça agit sur nous, les privés. Nos salaires ne bougent pratiquement pas, mais quand on augmente pour le public, ça augmente les prix, et nous, on subit. Et il y a eu de l'inflation, en quelque sorte. Donc, regardez, par exemple, augmentation des salaires au niveau... À tous les niveaux, oui. Puis ça me bloque dans mon raisonnement. Non, ce que je voudrais dire, mais c'est que l'État investisse dans le public. L'État investit dans le public. Il y a des travaux publics dans lesquels l'État peut encore investir. Et au niveau des privés aussi, que l'État aide ou subventionne les entreprises privées. Par exemple, les écoles. Par exemple, ceux-là qui ont des projets, qui ont de petites unités. On va revenir sur les différentes hypothèses de reprise, mais il y a le ministre Sania qui a dit quelque chose d'important hier. Il dit tout ceci, les leçons qu'on tire de tout ceci, c'est qu'il faut repenser notre modèle économique pour le rendre moins dépendant de l'extérieur et donc plus résilient face aux chocs externes. Mais on sait comment nos économies ont été bâties. Tout est quasiment dépendant de ce que l'extérieur peut apporter. Je ne vous apprends rien en vous disant que même dans le PND, 65% c'est le secteur privé, mais quand tout le monde sait que quand on dit secteur privé, on ne mise pas beaucoup sur le secteur privé national, c'est l'extérieur. Est-ce qu'il est possible aujourd'hui de repenser cette économie pour le rendre plutôt dépendant de l'intérieur? Le problème ici, c'est que c'est le cas de beaucoup de pays africains, nous dépendons plus de l'extérieur. C'est-à-dire que le Togo, par exemple, n'a pas un plan, un programme de développement de son pays. C'est tout récemment qu'on a sorti le PND pour le proposer aux Togolais. Ce PND devait être réfléchi depuis très longtemps. Aujourd'hui, le Togo devrait être financièrement aussi indépendant. C'est-à-dire que sur le plan économique, tous les secteurs d'activité dans ce pays se portent bien
depuis avant, en tout cas, la crise sanitaire, tous les secteurs que vous preniez, le port autonome de Lomé, la douane, les sociétés publiques, etc. Tout se passe bien. Vous allez dans les marchés, les gens arrivent à vendre. En tout cas, il y a cette politique d'achat et de vente, etc. Il y a une certaine stabilité économique. Mais malheureusement, quand vous regardez en profondeur, vous vous rendez compte que nous dépendons beaucoup plus de l'extérieur. Moi, je suis très mal à l'aise quand on me dit, je cite juste cet exemple, que la France a offert 100 millions de francs CFA au Togo, ou que l'Allemagne a fait un don de 2 milliards de francs CFA au Togo, ou que la Banque mondiale a octroyé comment ils appellent ça, ils ont des termes économiques techniques là, une subvention de tel milliard au Togo. Je dis non, c'est à partir du moment où vous tendez la main, vous êtes dépendant. Et quand vous êtes dépendant, à tout moment, les institutions internationales, cette puissance économique étrangère peuvent vous asphyxier. C'est ce qui se passe aujourd'hui dans les pays africains et le Togo aujourd'hui. Donc, il faut repenser cette politique-là, ce modèle de croissance économique. On peut le repenser. Nous avons des secteurs d'activité qui sont porteurs dans ce pays. Nous avons la possibilité aujourd'hui d'être moins dépendant de l'extérieur. Il faut pour cela que l'État soutient ces initiatives privées-là. C'est vrai qu'il y a des projets qui ont été lancés, qui sont dirigés par le ministère de Développement à la base, mais on ne sent pas encore les retombées. On ne voit pas les résultats. Tous les jours, c'est des chiffres techniques qu'on présente. On vous dit qu'il y a, 2 millions d'entrepreneurs qui ont été financés à tel montant, etc. Mais on ne voit pas les retombées. Tous les jours, le panier de la ménagère, il est toujours vide. Les gens s'alarment, les gens s'inquiètent, les gens crient pour demander, pour chercher quelque chose à se mettre sous la dent. Et donc, cela risquerait de nous amener vers une situation que demain, le Togo peut être cité comme un des pays les plus pauvres au monde, alors que nous avons des ressources. Nous avons de la richesse dans ce pays. Quand nous prenons le port, quand on vous dit les milliards que le port donne chaque année au trésor, quand on prend les télécommunications, quand on prend l'aéroport de Lomé, on prend la douane, on prend les impôts, il y a des secteurs vitaux de l'économie togolaise qui apportent beaucoup d'argent, des milliards dans ce pays. Et donc, si cet argent, il est très bien géré, il est très bien protégé quelque part, ça constituera un flux de croissance pour justement booster l'économie de notre pays et atteindre un niveau qu'on souhaite pour être moins dépendant de l'aide extérieure. Alors là, on peut dire qu'on est en situation de choc et qu'il faut un plan Marshall pour relancer l'économie. Maintenant, quel est ce plan-là? Peut-être le New Deal en quelque sorte. oui, ça peut, on peut l'assimiler à ce plan-là de Roosevelt, Delano Roosevelt, c'est ça, non? Le président américain au lendemain de la crise de 2029. 1929. Oh, bon Dieu. 1929. Je vais un peu plus vite là. Donc, regardez par exemple, ce plan-là, c'est un plan interventionniste. C'est l'État qui a aidé en quelque sorte. C'est l'État qui a intervenu. L'État a aidé les plus faibles. L'État a injecté de l'argent dans tous les secteurs, au niveau des agriculteurs. Ceux-là qui n'avaient même rien, les étudiants qui n'avaient rien, on permettait à tout le monde d'avoir un salaire minimal. Tout le monde avait de l'argent, juste pour faire tourner l'économie. Les secteurs qui manquaient de sous, on leur donnait de l'argent. Oui, excusez l'expression très banale, on leur donnait de l'argent. On permettait à tout le monde, à tous les secteurs d'avoir de l'argent et de pouvoir faire tourner l'économie. Donc, le New Deal, c'est l'interventionnisme de l'État. Mais là, il faut que l'État aide l'argent. Oui. Quand vous prenez aussi notre État avec tous les, comment appelle-t-on, c'est-à-dire les facilités fiscales au niveau des impôts qui ont été offertes, on ne peut pas dire qu'il y a vraiment des rentrées. On était parti sur un budget de 1400 et quelques milliards. Je doute qu'on l'atteigne. Oui, bien sûr. L'État peut ne pas avoir de liquidité sur le plan national, dans nos caisses, mais l'État peut emprunter. Sur le plan international. C'est pour ça que je ne suis pas trop d'accord avec David quand il disait tout à l'heure qu'il n'est pas d'accord que les gens donnent de l'argent. C'est comme ça, au fait, sauf que c'est notre forme qui n'est pas bien appréciée. En France, on donne la dette de la France, c'est des milliards, des centaines de milliards d'euros. Aux États-Unis. Oui, David, seconde. Pour nous qui avons eu la chance d'avoir voyagé en France, on a vu tout le monde en réalité dépend de l'extérieur.
Donc, si l'État dit, je n'ai pas de liquidité ici, sur mon propre sol, l'État peut emprunter, ne serait-ce que pour faire tourner l'économie. L'État peut s'endetter pour faire tourner son économie à l'extérieur, à l'intérieur. Donc, aider tout le monde, aider tous les secteurs à avoir un peu de sous, ne serait-ce que de faire de petits prêts à tous les particuliers, à tous les secteurs, juste pour accroître la productivité. Et en contrepartie, c'est ce qui m'importe, au niveau des particuliers, il faut baisser considérablement les impôts. On fait donc les impôts qu'on prélève dans nos petits achats, avec ce que nous avons, lorsque nous faisons des achats, il faut baisser les impôts pour permettre à tout le monde d'avoir un peu de liquidité. Par exemple, si on baisse les impôts, si en réalité tu dois avoir 2000 francs, et avec les impôts, et si on te laisse les impôts, tu peux avoir 2500, il y aura donc 500 comme valeur ajoutée, comme la plus-value, ça peut te permettre de consommer. Donc l'important aujourd'hui, c'est de revoir au niveau des investissements, que ce soit du public ou du privé, alléger les conditions de création d'entreprises. On dit, en une semaine, on a créé près de 300 entreprises. En une semaine, on a créé près de 300 entreprises. La viabilité de ces entreprises. Il faut voir la viabilité. C'est à ce niveau qu'on a besoin de l'État. Ces entreprises ont besoin d'argent, pour faire tourner leurs activités. Donc l'État doit être présent à ce niveau-là. Et aussi au niveau de la consommation. Moi, c'est ce qui m'est important. Parce qu'on ne peut pas dire qu'on veut faire tourner une économie avec une population pauvre, une population qui n'a rien. Ce n'est pas possible. C'est pour cela que dans ce pays où les salaires sont maigres, l'État nous trompe. L'État nous trompe absolument, parce que vous ne pouvez pas dire on veut faire tourner l'économie et vous permettez ou devant vos yeux tout le monde est pauvre. Les salaires sont très maigres, ce n'est pas possible. Donc c'est pour cela qu'on a besoin de l'État au niveau des secteurs privés. Au niveau du secteur privé, l'État doit aider tout le monde, tous les secteurs, tous les privés, ceux-là qui ont de bons projets. Ces projets doivent être soutenus. Ceux-là qui ont créé des entreprises, les entreprises doivent être soutenues financièrement pour pouvoir faire tourner l'économie dans son ensemble. L'autre chose, ça c'est au niveau de la population. Ce qu'on reproche aux Togolais souvent, c'est que les Togolais aiment dépenser moins et faire beaucoup d'économies. Et la plupart... Ils pensent à l'avenir. Parce qu'ils pensent à l'avenir. Tout le monde n'a pas de retraite. Oui. Donc, les gens mettent de côté pour acheter leur terrain, construire leur chai. En tout cas, c'est ça. Oui, donc ici, ça veut dire que nous épargnons beaucoup. Alors qu'avec nos épargnes, on peut investir dans certains domaines. Regardez, le Togolais investit beaucoup. Je posais là aussi un problème important parce qu'après, est-ce qu'on nous a appris à investir? Moi, je me rappelle, on était à l'école, on nous apprend qu'à faire des lettres de demande d'emploi, jamais à en créer. Vous avez dit aussi quelque chose qui va relancer ma prochaine question. Est-ce que dans ce plan de relance, il ne faut pas faire intervenir les banques? Parce que le problème des banques, c'est pas seulement au Togo, mais en Afrique, c'est qu'elles ont un trop plein de liquidités, puisque elles ne sont pas très ouvertes à prêter de l'argent. Quand je vais vers une banque pour emprunter, on me demande une pile de choses que je ne peux pas fournir. Donc, elles ont tellement de liquidités. En plus, les taux d'intérêt qui sont appliqués sont prohibitifs. Vous voyez, dans les États européens, vous avez des banques qui vous font 1% d'intérêt, qui vous font... Celles qui vont jusqu'à 3%, c'est assez rare. Mais ici, vous avez des banques qui sont à 8, à 9%. Il faudra jouer sur tout ça aussi. Les banques n'ont pas confiance au gouvernement. Ce n'est pas les banques qui ont fixé le taux, comment vous l'appelez, le taux d'intérêt. C'est pas les banques qui l'ont fixé, hein. C'est le gouvernement qui a fixé ce taux-là et l'a imposé aux banques. C'est comme ça. Mais parfois, ça varie d'une banque à une autre. Hein. Oui, parce qu'il y a un plafond, qu'il faut pas être en dessous de ce plafond. Donc les banques, pour des stratégies commerciales, d'autres font moins 1%, d'autres font moins 2%, etc. Vous savez, je disais tout à l'heure que je ne suis pas trop positif pour la dépendance vis-à-vis de l'extérieur. C'est vrai. Et Filmet citait le cas de la France et des autres. Vous savez, le Singapour, en 1960, était plus pauvre que le Togo. Ce pays était instable, politiquement, militairement et tout. Le Singapour est le pays le plus endetté de cette partie de l'Asie. Aujourd'hui, quand vous arrivez au Singapour, vous avez l'impression d'être aux États-Unis, vous avez l'impression d'être dans une grande puissance. Lorsque nous dépendons de l'aide extérieure et que l'argent rentre et qu'on nous fait des prêts, on ne voit pas à quoi servent ces prêts-là. Est-ce que vous vous en voyez? Toi, tu en as vu? Je ne sais pas, moi, j'en ai pas vu. Quand nous sortons de cet immeuble et que nous descendons tout de suite la rue sur laquelle nous marchons, elle est poussiéreuse. On ne voit pas cet investissement. C'est ça qui dérange.
nous pouvons dépendre de l'extérieur, mais quand on nous donne de l'argent, qu'on investisse cet argent-là pour développer ce pays. En termes de propositions, de solutions, Firmin a tout cité, sauf les plus essentiels. Vous savez, il faut que le gouvernement baisse son train de vie. Le budget de la présidence, vous savez combien c'est? Que la présidence divise par 3 son budget. Les milliards en extra, là, ça peut participer à boucher un trou. Il faut aussi que les députés qui sont à l'Assemblée nationale acceptent de baisser leur salaire, de diminuer leur salaire. Oui, c'est pas suffisant. 300 000 par c'est pas député. suffisant, mais nous sommes dans une situation de crise. Le gouvernement a sacrifié 2 mois de salaire. Qu'est-ce que les députés ont fait? Ils n'ont rien fait. Ils n'ont rien fait. Que le gouvernement diminue aussi le salaire des ministres. Mais ça participera forcément à boucher des trous. Ça participera à mettre de l'argent quelque part pour la relance économique. Le budget de la présidence, c'est exorbitant. Le Togo a le budget de la présidence, l'un des plus élevés de la sous-région. On est tous d'accord. Mais c'est trop. Ces milliards-là, c'est trop. Aujourd'hui, le chef de l'État ne voyage plus comme avant. Les dépenses, on estime que les voyages ont même repris déjà. Pendant, en tout cas, 3, 4, 5 mois, il n'a pas voyagé. Voilà. Donc, il y aura une baisse. Mais que cette baisse-là soit réinvestie, soit mise à la disposition du Trésor public pour permettre de faire ci. Alors, il faut que le gouvernement aide le secteur. Firmin parlait de secteur public. Je suis totalement d'accord avec toi. Mais il y a aussi le secteur privé. Mais vous anticipez beaucoup parce que là, c'est la question que je suis en train de décrire. Une économie qui est dépendante du secteur privé, c'est là où il faut miser. Voilà. Vous savez ce que la France a fait? Air France a subi une dégringolade financière des plus grandes de toutes ces années de présence. Depuis sa fondation, le gouvernement français a accepté d'injecter des milliards. 7 milliards. Pour relancer Air France. Parce que Air France, c'est l'emblème aérien de la France. Voilà. Quand on parle de Air France, c'est une fierté. Beaucoup de pays, l'Angleterre en a fait, les États-Unis en ont fait. Qu'est-ce qui a été fait au Togo? À part la détaxation, à part quelques petits financements qui ont été mis à la disposition du secteur privé, rien n'a été fait. Moi, je suis dans le secteur privé. J'ai une agence de communication. Depuis le début de cette crise, je ne travaille plus. Mon rythme de travail a baissé. Je n'ai plus de commandes, je n'ai plus de prestations de services à faire. Mais l'État togolais ne sait même pas que j'existe. Je ne suis pas le seul dans le cas. Il y en a plein. Vous voyez, donc il faut que l'État comprenne la nécessité d'accompagner le secteur privé pour l'aider à se relever. C'est ce que nous sommes en train de dire. Il participera aussi à la relance économique. C'est ce que je disais parce que le public, enfin, ils sont heureux. C'est des fonctionnaires, ouais. Ils ont le salaire qui est garanti, quelle que soit la crise, parce voilà. que c'est nous qui les payons, donc c'est pas compliqué. C'est le privé qui soutient l'économie, une économie dépendante du privé, et c'est là où il faut travailler maintenant. Bien, j'ai l'impression que les gouvernements africains ne comprennent pas trop bien ça. C'est comme quand quelqu'un crée son entreprise, que son entreprise est ou non fait faillite, ça n'engage pas le gouvernement. Vous savez, en Chine, il y a quelque chose d'extraordinaire qui se fait. Quand vous avez votre entreprise et que vous n'arrivez plus à payer des impôts, ici peut-être l'OTR va venir, va fermer. Comme l'OTR va avoir l'habitude de fermer certaines entreprises parce qu'elles ne sont pas régulières avec les impôts. En Chine, le gouvernement vous envoie un technicien, un spécialiste. Au lieu qu'il vienne fermer votre entreprise, il vient travailler avec vous et vous poser toutes les questions. Quelles sont les difficultés que vous rencontrez? Pourquoi vous n'arrivez pas à payer les impôts? Pourquoi vous n'arrivez pas à respecter vos obligations fiscales? Alors, vous lui expliquez la situation et pendant plus de 2 semaines, le spécialiste travaille avec vous et mais on ne fait pas votre entreprise jusqu'à ce que votre entreprise ne soit relevée et que vous vous repreniez votre régularité par rapport au fisc. Ici, ça ne se fait pas. Ça veut dire simplement que l'État, en réalité, même si c'est un simple atelier de coiffure, l'État doit être présent pour accompagner. C'est ce qui manque en Afrique. L'État n'est pas présent au niveau des entreprises. Que ce soit
Ce n'est pas une question de la taille de l'entreprise. Que ce soit une petite entreprise ou pas, l'État doit être présent. L'État doit investir dans le privé. Ici, ça n'existe pas presque. C'est comme c'est dans les grosses boîtes qu'on voit l'État. Non, même celui-là qui vend au bord de la route contribue efficacement. Si par exemple quelqu'un vient vendre au bord de la route et des jours après, on ne revoit plus la personne, l'État doit s'inquiéter. Parce que cette personne nourrit des bouches chez elle, à la maison, c'est parce que cette personne, directement ou indirectement, paye des taxes à l'État. Donc, on a besoin de l'État. Parce que sans cela, la consommation ne sera pas importante. Ça, je le dis toujours. Cette consommation ne sera pas importante. On a besoin de l'État à tous les niveaux, dans tous les secteurs. Sinon, ça, on nous trompe. Par rapport aux députés, c'est bizarre, moi, je voudrais défendre un peu les députés, mais vous m'avez déçu, David. Parce que, en fait, j'ai l'impression que les députés ne sont pas bien payés. Parce que j'ai fait un constat, la plupart des députés, peut-être les week-ends, ils rentrent chez eux au village. Et surtout en ce temps de Covid-19, peut-être leurs sollicitations, les demandes vont connaître une hausse importante. À ce niveau, moi je dis, si on peut leur créer peut-être une petite caisse, à chaque député, on leur crée une petite caisse. On dit, quand vous allez au village, peut-être... Non, chaque député, j'ai l'impression que tous les députés n'ont pas ça. Moi, j'ai l'impression que tous les députés n'ont pas ça. Moi, je dis, c'est quoi ces pratiques-là? Donner de l'argent à un député? Non, ce n'est pas une question de... Non, je dis... Non, attends, il y a des caisses moins au niveau... On calcule en fonction de la distance. Ils sont payés en fonction pour retourner. Voilà, non, au-delà de tout. Ah oui. Au-delà de tout, c'est faire rentrer l'argent dans le pays. C'est ça, c'est faire circuler l'argent dans le pays. C'est l'intérêt, en fait. C'est par exemple ce que vous avez dit que j'ai apprécié. Par exemple, au niveau de la présidence, peut-être le chef d'État n'a pas voyagé pendant plus de 3 mois. Peut-être il y a un fonds. Ces fonds-là, peut-être, doivent être sortis et réinvestis dans l'économie. Avec ça, on peut investir, on peut soutenir un bon nombre de personnes. Le fait que les gens aient de l'argent, c'est une très bonne chose. Mais qu'on amène les gens à investir, à faire circuler l'argent dans le pays. Sinon, croissance là, de 5, on a aujourd'hui, on est arrivé à 1,3, peut-être ça va être à 0, quelque chose. Mais c'est qu'il y a une bonne volonté d'investir, qu'il y ait une bonne volonté de ne pas appauvrir les Togolais. Et relancer la consommation, ça passe par, surtout dans le privé, augmentation des salaires. Oui, forcément, le Togo est le seul pays de la sous-région, en tout cas, je prends l'exemple des pays francophones qui utilisent le franc CFA, qui n'a pas eu la chance d'avoir bénéficié d'une augmentation de salaire. Enfin, il y a un terme technique que les financiers utilisent souvent. C'est-à-dire qu'il n'y a pas eu d'ajustement économique après la dévaluation du franc CFA. Des années 90. Oui, les deux dévaluations, et la Côte d'Ivoire, le Bénin, en tout cas, il y a quand même une revalorisation substantielle selon les besoins qu'il y a. Le Togo n'a jamais... Les salaires des Togolais n'ont jamais bénéficié d'une augmentation évidente depuis très longtemps. Et Adema disait qu'il n'y a pas d'argent, qu'il faut... comment dire, il n'y a pas d'argent pour augmenter, mais il faisait l'effort quand même de trouver quelques petits pourcentages qu'il glanait sur les salaires des Togolais. Donc ça pose la question de l'augmentation de salaire des Togolais. Il faut forcément augmenter le salaire des fonctionnaires togolais, en tout cas de tous les secteurs. Moi, je parle de tous les secteurs en général. Il faut donner le pouvoir économique aux consommateurs, sinon nous ne pouvons pas avancer. Le pouvoir d'achat doit on a de l'argent qui est stocké quelque part. Qui est détourné. Moi, je dis c'est de l'argent volé. Et on sait, on connaît les montants. On connaît ceux qui les noms étaient donnés. Tout le monde le sait. Certains ministres étaient passés devant les députés pour s'expliquer sur la gestion. On a vu des ministres qui sont partis avec des millions, des milliards. On ne les inquiète pas. C'est des gros sous, c'est des milliards qui peuvent servir à être investis pour la relance. Merci David Djabavi, merci Firmin. Merci Samuel. Merci à vous tous de nous avoir suivis pour aujourd'hui. À demain.